La première fois que j'ai réussi à shifter, j'ai comme transitionné dans l'univers mental que j'avais créé. Au début, j'ai pas tout de suite ouvert les yeux parce que j'avais peur d'être encore dans ma chambre. Et quand j'ai senti l'herbe sous mes doigts, comme si c'était réel, je me suis décidé que c'était le moment où j'allais ouvrir les yeux. C'était une plaine. Ça sentait bon. C'était toujours le coucher de soleil, tout le temps, tout le temps. Le temps, il passait pas, en fait. J'ai commencé à sauter un peu partout et je me suis mise à voler dans le ciel, hein, vraiment comme un petit oiseau. Enfin, comme Peter Pan. C'était la sensation d'être libre. If you are one of my friends who follows me on TikTok, you guys need to look up reality shifting right now. If you don't know what it is, by the way, you meditate and you try to manifest a reality by writing out a script. I go into a very, very deep meditation, and from there, you can take your consciousness somewhere else. J'ai découvert le shifting quand j'étais en terminale. Je crois que c'était sur Twitter, j'ai vu un article, j'ai cliqué dessus. Ça expliquait en gros ce que c'était le shifting et tout. Et je trouve ça hyper intéressant et je me suis dit que si je pouvais m'évader de ma réalité, je le ferais avec plaisir, sachant que j'allais pas bien. J'ai pas réussi à shifter du premier coup, parce que c'est un exercice mental qui est hyper complexe, sachant que c'est toi qui décides où tu vas, quand tu vas, qui tu es. Quand tu shiftes, oui, t'es conscient de shifter. En fait, tu le sens, enfin, tu le sais, genre que t'es en train de basculer de ta réalité actuelle à la réalité désirée. Tu sens que c'est différent, que ton environnement autour de toi, c'est plus ta chambre, c'est plus ton lit, c'est plus ton oreiller, c'est plus ta couette. Enfin, factuellement, corporellement, t'es toujours dans ton lit, évidemment, mais je veux dire, mentalement, tu es autre part et en fait, tu le sens. À l'inverse d'un rêve, j'ai toutes mes sensations, en fait. J'ai l'odorat, j'ai l'ouïe, j'ai la vue, j'ai le toucher, j'ai le goût, j'ai tout. Le shift, t'as vraiment l'impression de vivre une autre vie. Quand j'étais enfant, j'avais la sensation qu'il y avait un autre monde qui existait, comme un monde imaginaire, très proche d'une autre, comme deux bulles ou deux couleurs qui s'assemblent. Donc c'était là-bas, mais c'était pas si loin non plus. Et là-bas, j'étais un peu moi et un peu quelqu'un d'autre. Vraiment, sur toutes les photos, on a la sensation que je ne suis pas là. Je serais même pas étonné que je sois en pleine rêverie. Mais ça se voit, mon regard, on dirait que je suis perdu. On dirait un petit moineau. Donc je fais de la rêverie compulsive ou rêverie éveillée depuis que j'ai 4-5 ans. Ce sont des rêveries qui interviennent, du coup pas la nuit, mais en pleine journée. Quand j'étais plus jeune, les rêveries venaient à moi, ça se déclenchait tout seul. Et en vieillissant, j'ai appris à contrôler leur apparition. C'est même moi qui allais les chercher. Si on me laisse dans une chambre, par exemple assise sur mon lit, je peux ne pas bouger pendant 1 heure ou 2. Ou
mon esprit se met en pause et il part dans un autre monde, dans quelque chose d'imaginaire. Avec un décor, une situation. Et par exemple, une fois par jour, je vais retourner dans ce rêve-là et on va le revoir en boucle, on va le peaufiner. On peut être amené à ressentir des choses, à pleurer, à s'énerver. C'est quelque chose de très intense. C'est pas un petit rêve comme ça, c'est pas une petite pensée dans la journée, c'est quelque chose qui nous englobe. Je sais que moi, j'en ai parlé à ma psychologue et elle, j'ai l'impression qu'elle découvrait complètement le terme. Elle n'avait aucune idée de ce qu'était la rêverie compulsive. The professionals you consulted with are not to be blamed. They have not studied about it, and this is why we dedicate all our efforts and time to advance the knowledge in this field. Vous basez sur quels critères pour le définir Mind wandering is when the mind goes from one topic to the other, when the mind is not focused on a task. And it in a free association, goes from one thing to another. But it is not the kind of daydreaming you are experiencing and I'm researching. It's something completely different because daydreaming we are talking about involves the creation of very complex storylines that can evolve and develop and are rich with nuances and with images. And the people have a sense of presence in their fantasy. It feels real. And it's probably innate. It's probably people are born with this ability, with this, maybe I would say, a talent to daydream very vividly. Depuis toute petite, vers 5 ans, j'ai pris l'habitude déjà de me souvenir de mes rêves en les dessinant, en les notant. À force de les dessiner, ça pouvait m'arriver du coup de rêver à nouveau d'un endroit que j'avais dessiné. Là notamment, c'était un rêve où je marchais sur un pont et il y avait des ballons et je finissais étouffée dans les ballons. Il y avait des lieux qui revenaient souvent, comme le jardin de chez ma mamie. Et en fait, il y a eu plusieurs fois où je me suis rendu compte que le rêve pouvait continuer, même si j'avais compris que c'était un rêve. Et j'avais envie de savoir la suite, donc je restais parce que j'étais curieuse de ce qui allait se passer. Le fait d'être rêveur lucide, c'est le fait de savoir qu'on est en train de rêver au moment où on rêve, qui est un phénomène qui nous arrive de temps en temps, mais qui généralement nous réveille. Et ensuite, avec de l'entraînement ou chez certaines personnes plus douées, on peut avoir un niveau de contrôle du scénario. Donc c'est beaucoup plus que juste une simulation comme on aurait dans un jeu vidéo. C'est supérieur à un jeu vidéo et c'est supérieur à l'imagination qu'on peut tous avoir quand on est éveillé, parce qu'on ressent vraiment les choses. Petit à petit, en grandissant, j'ai compris que parfois on pouvait décider de certains éléments, de certaines actions, mais c'était des éléments qui correspondaient à mes goûts d'enfant. Donc notamment, je me rappelle, il y avait un magasin entièrement de Diddle, et pour le coup, je me rappelle avoir décidé de ce qu'il y avait dans cet espace. Il y avait des tapisseries Diddle, des tasses, et j'aimais beaucoup cet espace. C'était vraiment quelque chose de très naïf. Dans la période lycée, donc j'étais en art appliqué. On avait du coup des projets où on devait donc utiliser notre créativité. Parfois, en m'endormant sur ma table, je continuais à dessiner dans mes rêves, à faire des expérimentations. Il y a des idées que j'ai eues clairement en dormant. Ce principe d'écartement des mailles avec les apparitions ou même des formes, je les ai fait en dormant en fait. Et en décidant de rêver de ça, puisque j'avais du coup à ce moment-là le contrôle et j'avais conscience de là où je me situais et où j'étais, c'est-à-dire une salle de classe. On sait que les rêveurs lucides sont plus créatifs que la moyenne et on s'est demandé si la créativité venait pas d'un accès plus facilité aux rêves dans lequel on peut peut-être faire des associations qu'on ne ferait pas dans la réalité, une espèce de liberté du cerveau pendant le rêve et parfois des coqs à l'âne, des bizarreries qui font faire des découvertes ou de trouver la solution de son problème. Salut! Salut! Salut. Salut! Vous allez bien? Ouais, ça va et toi?
Bah, ça va, je m'appelle Charlotte, enchantée. Moi, c'est Lona. Ah, enchantée. Salut, moi c'est Raphaël. Enchantée. Je voulais juste vous faire un coucou et tout parce que pour l'atelier d'écriture, qu'en fait, malheureusement, je pourrais pas être là. Je serais là en visio, je vous rejoindrai en visio en cours de route, mais je pourrais pas être là parce que j'ai un empêchement. Donc, je voulais vous rencontrer avant quand même. Je voulais quand même qu'on se présente avant. Ouais, carrément. Oui, c'est cool. Moi, je suis super curieuse pour l'atelier. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais que c'est une artiste qui gère l'atelier et on va parler de nos rêves, du coup, forcément. Moi, perso, j'aime bien écrire. J'aime beaucoup écrire, Ah ouais. donc... Mais en vrai, je suis grave contente de faire cet atelier parce que en général, je me sers pas de mes rêveries pour écrire, mais là justement, j'ai trop envie cet atelier, j'ai trop envie qu'il m'apporte ce truc-là de pouvoir créer avec d'autres, partager à d'autres. Genre ça va vraiment être un puits d'imagination un peu nouveau. Donc, mais du coup, c'est trop cool. Grave. Non, mais c'est hyper intéressant parce que moi, j'ai jamais vraiment eu l'occasion comme ça de rencontrer des gens qui ont une pratique de la rêverie un peu spécifique. Pour le coup, c'est pas forcément le rêve lucide, mais je vois les liens quand même. Et les différences, et justement, c'est de pousser le truc pour voir à quel moment notre pratique se rejoint ou elle se dissocie. Et puis la partie aussi mettre en commun un rêve ou mettre en commun quelque chose qui est quand même très intrinsèque à notre personne, moi, je trouve ça fort et c'est intéressant. Donc je suis curieuse de voir comment ça va se passer. Vous avez toute une pratique de rêve très approfondie. Qu'est-ce qu'un workshop comme ça peut vous amener, peut vous apporter? En fait, on va créer un certain nombre d'éléments ensemble qui vont nous servir de base à construire un rêve collectif. Ça peut être un dessin, ça peut être une sculpture, ou ça peut être quasiment un univers même. Tout ça, c'est du mot aussi, et tout ça, ça nous construit. Voilà, donc c'est en ça que c'est un atelier d'écriture. Si tu tires sur celle-ci, ça fait quoi? Ça? Ouais, ah non. Attends. Ah, regarde, ça va, ça fait un peu arbre mince, comment on appelle ça? C'est comment ça? Le truc pour les cauchemars, là. Alors, les enfants. Les arbres à Les rêve, arbres à- rêve. Les entrepreneurs, Dreamcatcher. Alors, Et attends, on pourrait... ouais, regarde ce que tu vas faire, c'est que tu vas... Ramène-moi. Ouais, pour tenir. Voilà. Et attends. Rêver ensemble, c'est pas simplement se mettre dans une pièce et dormir au même endroit. C'est ce cadeau qu'on se fait de la possibilité de nos transformations. Parce qu'on est toujours transformé par les autres. Il y a énormément de méthodes. Il faut juste trouver ce qui nous correspond le mieux pour que le shift soit plus facile à atteindre, quoi. Donc il y a la Raven méthode, la Pillow méthode, la In Your Arm méthode, la Elevator méthode, la Sunny méthode. Mais du coup, la plus connue, c'est la Raven méthode. Mets-toi sur le dos en position d'étoile de mer, en sorte que tes membres ne se touchent pas. Ferme les yeux et compte de 0 à 100, prends ton temps. Entre chaque dizaine, répète des affirmations comme « je shift »,« shifter c'est facile », etc. Tu commenceras à ressentir les symptômes, picotement, impression de flotter, lumière blanche, cœur qui bat vite. Vous pouvez en ressentir d'autres ou ne pas en ressentir du tout. Quand tu sentiras que tu n'es plus dans la même pièce ou que quelque chose a changé, ouvre les yeux, tu seras dans ta DR. Donc DR et CR, c'est les mots de la communauté pour que tout le monde se comprenne. DR, c'est la réalité désirée, là où on va shifter. Et réalité courante, c'est maintenant, là, c'est la vie actuelle, la vraie vie, quoi. Pendant que j'essaie de shifter, j'arrive pas à me concentrer. Donc je me fais un script pour avoir un petit fil conducteur. J'avais un cahier et j'écrivais tout dedans. 2-3 trucs importants. À quoi on veut ressembler, avec qui on veut être amis, ce qu'on veut faire, s'il y a des pouvoirs, est-ce qu'on a des pouvoirs, quel est notre pouvoir. Vraiment, dans le script, on peut mettre ce qu'on veut. Ça englobe tous les sens et c'est vraiment un travail d'attention particulier et c'est vraiment... non, ouais, genre c'est un bon exercice, quoi. En fait, tu te mets dans un conditionnement physique et mental pour accéder à cet état ultime de shifting. C'est clair. Il y a des personnes qui n'ont pas la capacité d'imaginer. Si on n'a pas la capacité d'imaginer ou de visualiser, par exemple visualiser un paysage de montagne, il y a des personnes qui ne voient pas ça dans leur cerveau quand ils se disent « je visualise une montagne ». Ils ne la voient pas.
Par contre, à l'inverse, il y a des personnes qui ont des capacités très développées pour imaginer des choses et les voir, et même aller jusqu'à ressentir. Donc, je pense déjà que le shifting, ça veut dire que c'est pas accessible à tout le monde. C'est une expérience qui n'a rien d'extraordinaire au sens inexplicable. Du point de vue des sciences, je pense que le shifting peut être vraiment rapproché du fait d'auto-induire chez soi un état déjà, un état physique, émotionnel, et aussi un état cognitif, un état justement soit d'hypnose, soit d'auto-persuasion, soit un état d'auto-manipulation recherché et assumé pour atteindre son objectif. Avec le temps, je me suis rendu compte que tout mon monde onirique, les rêves aussi bien normaux que les rêves lucides ou extra-lucides, pouvaient être connectés entre eux, aussi bien spatialement que de manière temporelle. Et donc j'ai décidé d'en créer une cartographie pour les représenter et les identifier. Cette partie centrale, la partie grisée, on va principalement retrouver mes lieux d'enfance, donc mon école primaire, mon collège, ma maison d'enfance et la ville où j'habitais. Ici, on passe plus à la partie littorale, et là, il s'agit de ma toute petite enfance, donc là où je suis née. Toute la partie verte, ça va être des endroits plutôt de végétation ou de campagne, donc notamment on y retrouve la maison de mes grands-parents, des champs, des sentiers, et plus on descend, plus la ville évolue et se transforme vers des pays plutôt chauds, donc notamment l'Espagne, où j'ai vécu pendant un moment. Toute la partie du haut, ça va être plutôt la partie voyage, la partie paysage, où dans ces endroits-là, je vais plutôt être dans de la contemplation et moins dans une quête ou de découverte ou de recherche sur moi-même, mais plutôt de l'appréciation du paysage. Et ici, la montagne, et j'y accède par un téléphérique qui traverse vraiment toute la vallée. Quand je suis dans mon rêve, j'ai en tête la carte et j'ai conscience de l'endroit où je me situe spatialement. Pour aller d'un endroit à un autre, je peux pas me téléporter comme ça en fait, sinon je perds le contrôle. Mais ce que je dois faire, c'est du coup passer par un peu les codes de mon monde. C'est-à-dire pour aller d'un point A à un point B, je dois aller prendre le train. Et par exemple, si je veux aller plus vite à la gare, j'y vais en courant, mais à quatre pattes, puisque je sais que je vais plus vite à quatre pattes. Donc il y a toujours des codes que je dois respecter. En fait, il faudrait que limite tu me parles de toi, tes rêves lucides pour qu'on ait des trucs concrets. Parce que moi, j'ai que mes rêveries compulsives, tu vois, en mode concret, et que j'arrive à rentrer dans les cases, mais... Moi, je sais qu'en moyenne, je me rappelle de 3 rêves et que les rêves lucides, ça va être par phase. Je vais me rendre compte dans mon rêve que l'environnement n'est pas similaire à la réalité. Et là, je capte du coup que c'est un rêve. Et là, je prends entre guillemets le contrôle. J'associe beaucoup le rêve à contrôle, justement. Parce que j'ai la sensation que par rapport à la réalité, c'est là où on peut contrôler. Toi, dans la rêverie compulsive, est-ce que tu as la sensation de contrôler? De contrôle Attends, faut que je... Tiens, j'ai rajouté le mot contrôle. Attends, faut que je... Avec un point d'interrogation. Oui, tu vois, j'ai la sensation de contrôle. Et en même temps, ça reste du contrôle, du coup. Mais comme si je faisais exprès aussi de ne pas contrôler. Genre pour être un peu surprise. T'essayes de te faire croire à toi-même que tu sais pas ce qui va se passer, alors qu'en réalité, c'est toi qui crée... Exactement. En fait, c'est bizarre parce que je croyais vraiment la connaître par cœur, mais j'ai l'impression que je redécouvre des images. Surtout, je l'ai tellement reproduit dans mes rêveries que j'ai eu la sensation qu'en fait, c'était dans la comédie musicale, alors que ça se trouve, il y a certains mouvements que c'est moi qui les ai peut-être inventés, limite. Ça, j'adorais. Il y a quelques musiques où ils se retrouvent, où ils parlent de leur amour. Ça, je les écoutais en pensant aux femmes que j'aimais. Il y a celle-ci qui est très belle. Moi, secrètement, et comme je trouvais Juliette magnifique, j'avais tendance à l'associer à chacune de mes histoires amoureuses, d'associer mes copines à Juliette et moi de me placer, me mettre en tant que Roméo.
que ce soit dans mes rêveries, mais aussi dans mon secret que je portais, de cacher mon homosexualité. Roméo et Juliette, là où ça m'a aidé, c'est à vivre ce truc intensément et secrètement, parce que dans tous les cas, je ne pouvais pas en parler. Mes rêveries, elles me permettaient d'atteindre l'inaccessible, de pouvoir m'imaginer des situations où j'étais persuadée que je ne les vivrais jamais, ne serait-ce qu'une histoire d'amour avec une femme. Pendant le premier confinement, j'ai appris que je pouvais shifter dans des univers déjà existants. Donc d'abord, j'ai shifté dans Harry Potter, parce que je suis fan d'Harry Potter, et je me suis dit que ce serait trop cool de faire de la magie. Et après, j'ai commencé à shifter dans des animés, majoritairement. Puisque ma plaine, elle m'a beaucoup aidée, mais je me suis dit que si je pouvais aller dans les endroits que j'aimais bien, c'était le moment ou jamais. Par exemple, dans Harry Potter, où je me réveillais dans mon dortoir. Après, je me préparais, j'allais dans la grande salle. Je prenais mes affaires de cours. De 10h à midi, j'avais cours de défense contre les forces du mal. Puis après, j'avais potion. Et après... En fait, c'était comme si j'étais au lycée, mais que j'avais une baguette magique. Et que les cours, c'était pas du tout les mêmes. Et que je pouvais voler sur un balai. J'étais amie avec les personnages d'Harry Potter, évidemment. J'étais amie avec Harry, Ron, avec Drago Malfoy. J'étais amie avec Théodore Nott et les Blaise Zabini et tout le monde. Sociabiliser avec des gens qui ne sont pas là pour me juger, enfin, en tout cas pour la plupart d'entre eux, et au pire, si on me jugeait, je me disais juste, bon, ils sont pas réels. Évidemment, ça m'a aidée. Après, c'est vrai que je m'identifie personnellement beaucoup au personnage de Drago Malfoy parce que je trouve que c'est un enfant incompris. C'est une petite merde, hein, Drago Malfoy, mais je m'identifie beaucoup à lui parce que quand j'étais plus jeune, j'étais aussi une petite merde. Lui, il harcèle les élèves, moi, j'harcelais mes profs. J'avais pas envie forcément de me faire craindre parce que craindre, c'est un grand mot et puis ça sert à rien non plus, ça, je le savais, mais je voulais au moins qu'on m'entende, qu'on me remarque, qu'on sache que je suis là. On a bien plus écrit, vous nous le pensez. On a beaucoup écrit sur du papier, mais on a aussi beaucoup écrit dans l'air, avec ces fils. Et on va devoir reconstruire ces fragments et faire du sens avec ces fragments, et que ce sens soit un sens collectif. Alors, on avance. Étrangement, j'ai griffonné ce matin sur une des pages du cahier une montagne. J'ai rêvé de montagne. T'as rêvé de montagne? Oui. Super. Et de Charlotte. Et de Charlotte. Alors que je n'ai jamais rencontré Charlotte dans la réalité. C'est hyper drôle, c'est hyper drôle. Ok, alors, la montagne, moi je sais qu'hier t'as fait des montagnes, une chaîne de montagnes en dessin. Alors est-ce que tu penses que cette montagne inaccessible, est-ce que tu penses que ça pourrait être quelque chose que tu pourrais donner au collectif? Ah oui, avec grand plaisir. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire, Charlotte? Est-ce que tout ça, ça t'évoque quelque chose, cette thématique de la montagne? Comment toi, t'aimerais pouvoir offrir quelque chose par rapport à ce point de départ qui semble de plus en plus défini? Bah oui, en soi, parce que quand je shiftais, les premières fois où je shiftais dans une plaine, un tout, il y avait des petites collines, donc la montagne en soi, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui peut m'inspirer, ouais, mais donc en soi, si ça va à Raphaël et Léona aussi, c'est cool. C'est un bon endroit pour le rêve collectif. Ça peut être sympa. À partir de mes 15 ans, j'ai commencé à devenir plus anxieuse que ce que je pouvais déjà être. Ma mère a été malade pendant très longtemps. J'ai vécu pas mal de choses plus ou moins traumatisantes, comme n'importe quelle personne. Mais il y a certaines choses que j'arrive pas à accepter dans la réalité, de pas avoir réussi à les contrôler. Et je pense que ça a beaucoup impacté le monde de ma rêverie.
Automatiquement, quand un rêve devient négatif, il prend toujours la même tournure. Ça peut être des visages ensanglantés, des choses qui font très peur, quelqu'un ou quelque chose, une présence qui vient pour nuire à ma vie ou me faire souffrir. Et parfois, je peux passer toute une nuit à fuir quelqu'un ou à courir, plutôt que de me dire « bah non, c'est pas grave, on peut laisser les choses couler et ça passera ». Il m'est arrivé une fois où j'ai laissé la chose venir à moi et je lui ai dit « bah maintenant, fais ce qu'il y a à faire » et la chose est partie. Je suis tellement dans cette émotion de peur et de fuite que j'en oublie que c'est moi qui crée la chose négative en fait. Donc en fait, c'est reprendre le contrôle de son contrôle. C'est un peu paradoxal en fait. J'ai perdu mon meilleur ami Jonathan quand j'avais 15 ans. C'est forcément des événements qui m'ont marqué, quoi, ou qui ont influencé la manière dont je ressens les choses et la manière dont je les vis. Au lycée, j'allais pas forcément hyper bien. J'étais la pote de tout le monde, l'amie de personne, et du coup, j'étais pas invitée aux soirées, ou alors très peu. Je devais m'incruster dans les groupes pour avoir quelqu'un avec qui traîner dans la cour de récré. Être adolescent, c'est tout le temps compliqué parce qu'on est en phase de complète découverte de nous-mêmes et de qui on veut être et tout ça. Et encore aujourd'hui, je sais pas qui je veux être, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je veux faire. Mais j'ai pas la pression de mes profs qui me disent « tu veux faire quelle filière ? Et après, tu vas t'inscrire dans quelle fac ? Parce que si tu fais pas de fac, tu vas pas réussir. » Du coup, il y a déjà cette pression-là en moins. Non, il y a plus que la pression sociale, alors qu'avant, il y avait la pression sociale et la pression scolaire. Le shifting, ça m'a énormément aidé à me sentir mieux aussi, puisque ça me permettait de pas être dans le monde réel. Et si je ne pouvais pas être dans le monde réel, sans mourir, c'était génial. J'avais mon moment à moi, quoi. Encore une fois, c'était apaisant d'être seule. Mais d'être seule parce que j'avais fait le choix d'être seule. Pas parce que j'étais obligée de l'être. La période de mon adolescence où les rêveries ont été les plus présentes et limite étouffantes, enfin trop nombreuses, c'est une période au lycée où tout était trop, mes relations amicales ou amoureuses, mon quotidien, là où la réalité elle était beaucoup trop dure à accepter, donc c'était beaucoup plus facile de s'échapper pour fuir quelque chose. Mes relations amoureuses un peu bancales, je les idéalisais dans mes rêveries. Mais même les relations amoureuses très bien et très saines et très stables, je les idéalisais aussi parce que du coup, je voulais encore plus. J'imaginais être avec la femme que j'aime et qu'on puisse tenter toutes les aventures qui me paraissaient inaccessibles, qu'on prenne un bateau et qu'on navigue sur la mer pendant 1 mois, qu'on puisse aller faire du saut en parachute, qu'on puisse, j'avais cette phrase aussi, qu'on puisse attraper les hautes lumières. Tout ce que j'avais envie de vivre avec elle, je l'imaginais. Tout ce qui me faisait vibrer, je l'imaginais. Dans l'espoir de pouvoir le vivre réellement. C'est devenu un trop-plein parce que je passais mon temps à fantasmer quelque chose et un rapport à moi-même qui n'est pas très sain parce que du coup, quand dans des rêveries, on s'imagine de telle façon et qu'on se voit dans le miroir le lendemain, c'est compliqué. Immersive daydreaming can be very useful, of course. It can be useful in problem solving. It can be useful in creating emotional well-being. Yes. It is a good thing to have. But when you spend most of your waking time inside your mind, instead of advancing your goals in life, then it is a problem. J'ai commencé à trop shifter, justement oui, parce que c'était très attrayant, trop attrayant peut-être, de changer de réalité. En fait, c'était un cercle vicieux où ça me faisait du bien d'aller dans ma réalité désirée, mais ça me faisait
plus de mal de revenir. C'était pendant le premier confinement et après, même après ça, en fait, après le bac, je faisais rien. Ça n'a pas aidé non plus. C'est devenu une addiction. Et du coup, j'en ai abusé. Et en fait, je m'épuisais. J'ai habitué mon cerveau à shifter fatigué. Donc, ça a été néfaste. Si ça devient impératif pour réussir à vivre, en fait, quelque part, là, effectivement, on se rapproche des addictions bien connues. Et alors, le problème, c'est que quand on est tout le temps dans le rêve, quand on est tout le temps dans la projection, dans l'évasion, déjà, on arrête de se préoccuper et de vraiment essayer de résoudre nos problèmes personnels. À un moment donné, il faut aussi tout simplement se confronter au réel. Je pense que ce qui me fait plaisir dans mes rêves, c'est de sentir que j'ai contrôlé quelque chose et que je suis arrivée à mes fins. Et ça, grâce en me disant, tiens, je vais transformer tel objet à un tel endroit. Et à la fin, j'ai mis ma famille en sécurité et ensuite, je me réveille. Donc il y a quelque chose de très satisfaisant à atteindre des objectifs que je pourrais pas atteindre dans la réalité et à me donner des objectifs que je pourrais aussi pas me donner dans la réalité. Mais paradoxalement, ça peut être très intrusif dans mes rêves, dans le sens où je me sens presque obligée de mener des quêtes ou de me donner des objectifs compliqués, parce que si je décide de mener des actions simples, je vais pas être satisfaite. J'aurais pu trouver un scénario un peu mieux, j'aurais pu faire quelque chose d'un peu plus grandiose. C'est comme si je créais des films, quoi. Et je peux pas me contenter de quelque chose d'assez simple. Mais c'est très épuisant. Je me réveille le matin, ma journée commence et j'en ai déjà vécu une, quoi. On va se saisir de ce moment pour dormir. Et on va faire une bonne sieste. La méditation va partir de la pièce, progressivement, toutes ensemble, en gardant à l'esprit que de cette pièce, ce dont on doit se souvenir, c'est des matières. 3, 4, 5. On part d'une pièce bleue, on part d'un bleu profond, ton sur ton. Si on s'enfonce dans le bleu, et qu'est-ce qu'on trouve dans le bleu? Une très vieille montagne. C'est une montagne sacrée. C'est parfois du calcaire. Il y a toujours des escaliers dans le bleu. Marche après marche, vous rêvez. Vous pouvez descendre encore plus profond. Une très vieille montagne. 98, 99, 100. Alors tout doucement, revenir tendrement et prendre le temps et nous charger de tout ce qu'on a trouvé, de tout ce qu'on a ramené de cette montagne sacrée et de ce bleu tout ouvert. Écrire maintenant. Oui, effectivement, rester entre quatre murs à imaginer sa vie, oui, tu passes à côté de ta vie. Donc forcément que pendant ma jeunesse, je suis passé un petit peu à côté de ma vie à force d'être dans la rêverie. En fait, je vivais plus. Enfin, je vivais qu'à travers ces rêves, tu vois. Et que là, aujourd'hui, j'ai envie de créer l'aventure, j'ai envie de créer ma vie, j'ai envie de bouger, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de quelque chose de concret, Est-ce que les randonnées, ça t'aide à t'ancrer plus dans cette réalité? Quand je suis en rando, je passe la majeure partie de mon temps à être dans ma tête, justement, à faire des rêveries. Et en même temps, oui, ça m'aide à sortir de ma tête, au même titre que l'écriture.
que mes projets artistiques. Ça me réintègre à la réalité. Tu vois, le fait d'avoir un boulot, ça me remet dans un rythme, ça me permet d'être moins dans ma tête et d'être ancré dans la réalité. Mais au sein de ma réalité, je vais quand même forcément m'échapper de temps en temps dans mes rêveries. Est-ce que tu as cette sensation un peu d'être, à travers la rêverie compulsive, d'être passé un peu à côté de toi-même? Si, peut-être qu'à force, ouais, ça m'a saoulé aussi d'être frustré. C'est à 50-50, en mode oui, je suis frustré, et oui, en même temps, j'ai envie de continuer à... Parfois, quand je me sens seule ou parfois quand je m'ennuie, j'ai envie de continuer à faire mes rêveries et avoir l'espoir qu'elles puissent se réaliser aussi, tu vois. Ouais, il y a un peu de frustration, il y a aussi un peu de bonheur, c'est un mélange d'émotions, mais... So the idea is not necessarily to abolish this mental activity completely, because mind wandering and daydreaming is a normal mental activity and it could be beneficial. It has important functions. The challenge is, of course, is to control it. What is shifting? It compiles the ideas of the multiverse theory and spirituality to create this wonderful concept of transversing realities. Some other things you could look into are just spirituality rules if you are not familiar, reaching your higher self, levels of consciousness. That is also things to kind of dig through to help you on your shifting journey. Elle croit à la théorie que le shift, c'est basé sur le multiverse, et donc il y a une infinité de réalités, et que quand on shift, on se déplace juste dans cette réalité-là. Moi, personnellement, j'y crois pas. Pour moi, c'est vraiment une construction mentale. Si les gens veulent penser ça, et qu'ils arrivent à shifter en croyant ça, tant mieux pour eux. Le shifting, je pense aussi que c'est une pratique nouvelle dans la variation qu'elle représente de choses plus anciennes, en fait. Okay. Et le voyage astral, ça remonte quand même au début du XXe siècle. Hein. C'est vraiment l'idée que on s'allonge quelque part, on ferme les yeux et on fait sortir son esprit ou son âme, après ça dépend en quoi on croit, et on va pouvoir se promener. La plupart des personnes qui croient au shifting, elles croient qu'elles vont dans un multivers, elles croient qu'elles vont dans une réalité alternative. Donc ça se rejoint. Mm-hmm. Et alors, du coup, on a aussi cette expression du fameux saut quantique. Donc c'est-à-dire, j'ai fait un saut quantique en changeant de multivers, en changeant d'univers, ou en sortant de mon corps. Sauf qu'un saut quantique, c'est un terme scientifique au départ, et qui n'a absolument rien à voir avec le shifting. Les physiciens quantiques, les vrais, les scientifiques, quand ils entendent ça, ils disent « mais non, quoi ! La physique quantique, elle dit pas du tout ça !» Coucou la commu, je refais cette vidéo parce que à la base j'avais filmé dans un verre, mais du coup ça résonnait. Et comme vous êtes en train de... Comme c'est en train de charger, j'arrive pas... Attendez, faut que je stabilise. Qu'est-ce qui se passe? Alors on est là pour parler de shift. Dans la vidéo, j'ai dit, oui, le shift, c'est un rêve lucide plus poussé, parce que c'est la version 1000 fois simplifiée de ce que c'est, en fait, littéralement. Et toi, tu me sors scientifiquement. Il n'y a aucune théorie exacte qui a prouvé ce que c'était exactement le shift, donc t'es scientifiquement, tu te l'égards. Et le point de la vidéo que j'ai faite, c'était pour dire qu'il n'y a pas de multiverse. Donc du coup, quand moi j'ai pris position par rapport à mes croyances et mes avis et que je l'ai ouvertement dit publiquement sur TikTok, il y a forcément des gens qui sont venus dire « Non, c'est faux, tu es une menteuse !» Mais encore, les noms d'oiseaux, ça me dérangeait pas. Mais quand je voyais des gens qui habitaient pas forcément hyper loin de chez moi, qui voulaient me retrouver pour me taper, et en fait, ça m'a saoulée très rapidement. Et j'ai vraiment pris le seum contre le shift, alors que c'était pas du tout la faute du shift, c'était la faute des gens. Du coup, ça m'a complètement bloqué mon shift. Mais en même temps, je pense que c'était pour le mieux aussi, parce que sinon, je me serais épuisée. Je m'en serais rendu compte à un moment donné, mais quand, je sais pas. Encore une fois, je savais pas ce que c'était un rêve lucide.
Quand t'étais jeune, direct, le plus loin que tu te souviennes, c'était vers quel âge? Franchement, c'est très très jeune. Ouais, moi aussi. Hein. Et même quand j'en parlais à mes parents, ma mère aussi faisait des rêves lucides et pour elle, c'était pas extraordinaire. Elle me disait, moi aussi, ça m'arrive. Et vu que j'en parlais pas forcément à d'autres et que j'avais pas trop de potes quand j'étais petite, j'avais pas trop de moyens de comparaison. C'est plus en grandissant, en fait, que... Ouais. Après, moi, mes parents, pour le coup, ils rêvaient pas souvent, ils se souviennent pas souvent de leurs rêves. Et ma mère était vraiment très... À un moment, elle a commencé à être saoulée que tous les matins, je lui raconte en détail. C'était hyper long, tu vois, parce que oui, c'est en détail, donc c'est un film. Oui, quoi, puis t'as envie de raconter parce que c'est ouf ce que t'as vécu. Oui, voilà, c'est ça. Moi, dans mes rêves lucides, il va y avoir de l'exploration quand c'est de l'aventure, et très souvent, c'est de l'aventure. Mais je crois qu'il y a beaucoup de contemplation aussi, tu vois. Genre, c'est très cinématographique, mes rêves et mes pensées en général, de toute façon. Tu décides de t'arrêter et de contempler des choses, en fait? C'est juste que l'univers est tellement beau que ça va être plus je marche comme une balade et je vais contempler. Moi aussi, dans mes rêves, j'ai beaucoup aussi cet aspect cinématographique où parfois j'ai la sensation d'être le personnage principal. Et c'est dans ces moments où tu prends conscience que tu es vraiment le centre de ton histoire, que tu te dis que tu n'es pas seulement que le centre de ton histoire, tu es aussi la réalisatrice en fait. Ouais. Et ouais, je trouve que... Alors je suis peut-être la génération un peu Harry Potter, Charme et compagnie, j'adore la sorcellerie, mais tu vois, pour moi, rêver c'est un moment de façon lucide, c'est un pouvoir, tu vois. Et je suis fière et je suis contente de faire partie de ces peu de gens qui arrivent à être si lucides ou extra lucides dans leurs rêves. Moi, je trouve ça cool. Ok, alors je vais vous lire ce que j'ai écrit à partir des images qui sont venues pendant la sieste. C'est l'histoire d'une jeune fille et d'une montagne. Que c'est l'endroit qu'on a décidé pour le rêve collectif. Donc voilà, c'est parti. La jeune fille arrive devant la montagne. Devant elle, deux possibilités. Le sommet qu'elle sait trop dangereux et les grottes dont elle ne sait rien. La montagne est un lieu qui semble froid et inaccessible de par son apparence, lisse et teintée d'un bleu terne. Aussi haute que l'Everest, voire plus grande. Et dans cette montagne, je veux du coup qu'il y ait plein de galeries, vraiment un peu comme une fourmilière. Semblable aux connexions du mycélium, le réseau sous cette montagne émane une lumière mauve qui la traverse et jaillit en son sommet. Cette montagne a la propriété de rassembler et attirer des gens qui se posent les mêmes questions. La jeune fille se demande où aller. En haut, en bas, au sommet ou dans les grottes, elle ne sait pas. Alors elle attend. Elle se questionne. Cette montagne sacrée, qu'est-ce qu'elle a à nous offrir? Une découverte, une vie sans limite, ou même un pays imaginaire, genre qui s'ouvrirait sur un cours d'eau qu'on doit obligatoirement traverser en barque et où le ciel il est seulement bleu foncé et étoilé. La jeune fille meurt d'envie d'essayer de grimper, mais elle n'est ni équipée ni entraînée. Elle a aussi très envie de rentrer dans la grotte, mais elle a peur. Alors elle attend, elle ne sait pas, elle reste là et soudain elle comprend. La montagne est à la fois une question et une réponse, une concentration énergétique tellement forte qui, de par sa puissance, agit comme un centre de gravité. La jeune fille réalise qu'elle n'est pas seule au pied de la montagne. Autour d'elle, d'autres personnes attendent elles aussi. Il y a celle qui voudrait se faire confiance, celle qui aimerait lâcher prise, celle qui veut prendre des risques. Face à la montagne, toutes se parlent et se rencontrent. Bientôt, elles s'envoleront ensemble. Voilà. C'est beau. C'est beau. C'est magnifique. Et ce qui est trop bien, c'est que là, je regarde la table et je vous vois en triangle et je la vois, cette montagne, quoi. Donc maintenant, on a ça, on a ce monde à nous, là, parce que j'ai pas l'impression que ce monde, il soit plus personnel à l'une d'entre nous qu'à une autre. Et à nous de voir ce qu'on en fait maintenant. On a récupéré ça, on a ce rêve collectif-là. Est-ce qu'on va le faire prospérer d'une certaine manière? Est-ce qu'on va l'utiliser? Est-ce que c'est un motif en nous qu'on va garder, qu'on va réinvestir, qui va venir dans nos rêves à un moment donné? Est-ce que c'est quelque chose dont on va se servir pour écrire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va garder comme un secret ou qu'on va enlever parce que ça ne nous fait pas du bien? Est-ce que c'est quelque chose qu'on aura envie de partager? Et puis voilà, on verra ce qui se passe avec. Et je crois qu'on a fini, hein.
une dernière chose. Votre pratique, c'est pas votre pratique dans l'enfance. Ouais. Votre pratique, c'est pas qui vous étiez dans l'enfance et qui vous permet de rester. Votre pratique, c'est l'enfance. Et tant que vous avez votre pratique, vous serez des enfants. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour votre vie. Très sincèrement. Depuis que j'ai commencé à extérioriser ma pratique des rêves lucides et à en parler même autour de moi, chose que je faisais très peu auparavant, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine forme de lâcher-prise qui était quand même apparue, puisque depuis, j'ai fait certains rêves lucides où je ne menais pas forcément de quête, où il n'y avait pas forcément de choses à fuir. Et j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui s'est un peu ouvert en moi, dans le sens où ma map a évolué. C'est-à-dire que je rêve de lieux que je ne rêvais pas auparavant. Je fais pas forcément moins de rêves lucides, mais j'ai la sensation que la qualité de mes rêves lucides est beaucoup plus positive. Je vais avoir des moments de lucidité dans des rêves où il se passe pas forcément quelque chose de grave. Ça va être dans des moments justement de contemplation. Et au réveil, j'ai la sensation d'avoir réussi à accomplir, ou du moins vivre une sensation ou un sentiment que j'aurais pas réussi à avoir dans la vraie vie, d'échanger avec des gens que je ne vois plus, de vivre des sensations, ou même de voir ou voyager dans des endroits que j'aurais pas pu voir dans la vraie vie, d'ailleurs même des endroits qui n'existent pas. Et donc, en ce sens, je dirais qu'il y a une certaine forme de lâcher-prise que j'arrive pas encore à atteindre dans mon quotidien, qui commence à évoluer au sein de mes rêves, et j'aimerais que ça évolue encore plus. Alors là, je me cosplay en Tomie. Tomie, c'est un personnage d'un manga de Junji Ito. Tomie, elle se régénère à chaque fois. Elle ne meurt jamais, il n'y a aucune façon de la tuer. À chaque fois qu'elle se fait tuer, elle va revenir. Elles vont revenir, en fait, parce qu'elles reviennent à plusieurs à chaque fois. Et de plus en plus mesquines, en fait. J'ai arrêté de shifter, je cosplay parce que tu peux cosplayer avec plein de gens. Cosplayer des gens du même univers, partage un truc. C'est vraiment un travail d'amis et d'équipe. Et puis on se soutient tous. Donc toujours agréable d'être quelqu'un qu'on aime bien. Surtout quand on galère avec la confiance en soi et qu'on s'aime pas trop en général. Quand on est quand même quelqu'un qu'on aime bien, c'est plus facile et c'est agréable. Et ben en plus, quand on réussit à se trouver beau, donc on va se rabattre dans le cosplay. The world needs my beauty. No matter how many times they try to rid me of the world because of their jealousy, I will always come back. The world needs my beauty. The world needs my beauty. No matter how many times they try to rid me of the world because of their jealousy, I will always come back. The world needs my beauty. J'ai souvent dit que mes rêveries compulsives, c'était ma vie en mieux. Parce qu'autrefois, je pense que j'étais pas satisfaite de ma vie. Donc je lui ai apporté quelques couleurs, quelques aventures et expériences que j'arrivais pas à vivre dans ma réalité, où je me permettais pas de vivre. Et aujourd'hui, c'est un peu le contraire. C'est en mode, comme j'arrive à provoquer des choses dans ma vie, comme j'arrive à être satisfaite de ma réalité et de mes expériences actuelles, bah, je suis moins dans la rêverie. Mais je pense que je peux en faire toute ma vie parce que ça m'aide à prendre des décisions dans ma réalité
Ça me fait travailler mon imagination, que ça m'aide à avancer. J'ai traîné tard le soir dans les rues de la ville endormie, vieille habitude, je cherchais encore quelque chose à combler. J'ai aperçu de la lumière à la fenêtre de son logis, j'ai vu ses yeux bleus et la lune blanche y refléter. Elle avait la chevelure dorée des contes de fées, le sourire d'un ange qu'on oserait approcher. Son regard s'est perdu dans le mien, moi qui ne cherchais qu'à éteindre l'ennui. Cette phrase, elle fonctionne pas. Aussi, rêver à plusieurs, ça m'a donné de l'inspi. Je me suis rendu compte que nos univers avec Charlotte et Ilona étaient assez... pouvaient se rejoindre. Cette rencontre, elle m'a beaucoup aidé. Et il y a eu un long moment, là, c'est cette année où j'avais perdu l'inspiration. Ça m'a fait très peur, parce que j'en ai connu des périodes de pages blanches, mais là, c'était vraiment très long. Et là, dernièrement, je recommence à écrire du slam. Donc, même mes romans, je me suis remis dessus. Donc, ça revient progressivement, donc je suis contente. J'ai longtemps imaginé d'autres paysages, voulu d'un ailleurs, sans savoir où le chercher. Durant ma quête, j'ai cherché pour comprendre ce qui me rendrait heureuse. Et j'ai beau chercher, je trouve pas la réponse. La montagne peut-être, la solitude et le calme, un amour perdu, un amour pas encore rencontré, écrire, voyager. Où est-ce que nous allons? Je ne sais pas non plus. Je cherche à répondre à la question « Qui es-tu » Et puis cette humeur vagabonde n'est pas une fuite, ni même un renouveau. C'est la vague de ma vie que je décide de suivre, le courant chaud. La voile du bateau, la toile tirée du parachute.